en quelques mots l'histoire de cette exposition que je porte depuis de très très nombreuses années. Voilà, ça fait presque 10 ans que j'ai envie de faire une exposition sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et puis pendant toutes ces années, j'ai écumé musées, centres d'art, galeries et autres institutions culturelles françaises en espérant qu'ils accepteraient d'accueillir cette exposition sur ce sujet. Et je n'ai suivi que refus, silence de toutes sortes. Et donc voilà, ça a mis de très nombreuses années. Il y a eu des moments où on y a cru, où on a créé des comités de soutien avec certains d'entre vous qui sont parmi nous, comme par exemple. Et voilà, donc 8 années de refus et de silence. Et puis la rencontre il y a quelques mois avec Marguerite Mélin, par le biais d'une exposition d'un autre artiste et dans laquelle j'avais présenté avec un artiste qui n'est pas là aujourd'hui, mais une espèce d'œuvre à 4 mains où en fait je racontais un peu mon histoire et cette envie que j'avais de faire cette exposition qui n'aboutissait jamais. Et puis Marguerite a eu l'envie de pouvoir aller jusqu'au bout et de proposer de faire l'exposition ici. Donc c'est donc à ma connaissance la première exposition collective d'art contemporain sur le sujet en France, et j'en suis particulièrement heureuse. Donc j'ai réuni ici 12 artistes qui tous parlent de ce sujet que vous connaissez tous, donc le sujet de l'inceste, de la pédophilie, de la pédocriminalité, chacun d'une manière différente. Mon intention était de montrer qu'il était possible de faire une exposition d'art contemporain sur ce sujet-là, au contraire de tout ce qu'on a pu me dire pendant toutes ces années. D'essayer de comprendre pourquoi dans d'autres milieux artistiques, que ce soit la littérature, le théâtre, le cinéma, c'était un sujet dont on pouvait parler, dont on pouvait s'emparer, qui pouvait même rencontrer un succès public, et pourquoi le milieu d'art contemporain se refusait catégoriquement à aborder ce sujet, alors que dans l'art contemporain, on est censé s'intéresser, on s'intéresse à d'autres sujets très importants aussi, qui parlent aussi de la domination, d'autres formes de domination, et que là on est au cœur de cette problématique de domination, et personne ne veut en parler. Donc je suis vraiment très touchée, très émue, très heureuse de pouvoir monter aujourd'hui cette exposition ici avec tous ces artistes et avec cette rencontre, ces rencontres aussi qui se font, avec maintenant les gens qui viennent à moi, qui viennent à nous pour des tas de raisons et qui nous soutiennent. Et que ça a été 8 années difficiles pour pouvoir réaliser ce projet. Et c'est aussi le début de quelque chose, je crois, qui va devenir quelque chose de nouveau et avec on espère d'autres étapes. Et donc dans le cadre en fait de cette exposition, j'avais envie d'inviter Ariana et Christine pour présenter donc cette réédition de Secret. Donc ce texte si fort, si puissant et si simple de Niki de Saint-Phal. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de profiter en fait de cette exposition et de faire le lien en fait entre ce qui est dit dans cette exposition et ce que dit Niki de Saint-Phal dans ce texte magnifique, cette lettre qu'elle a écrite à sa fille. Parce qu'on parle toujours de la même chose, on parle toujours de ce silence et de la manière dont vous brisez le silence, et que briser le silence, c'est la seule manière de faire avancer les choses sur cette question, cette problématique. Donc j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Ariana, qui est donc éditrice du Rayon Blanc, et Christine Villeneuve qui représente les éditions des femmes. Je vais la laisser maintenant présenter à la fois l'histoire de ce texte que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, et puis l'histoire de cette édition aussi et de cette réédition. Et puis ensuite Adèle Hibon qui est elle auteure d'un très beau livre sur le sujet et qui est également comédienne, va nous faire le plaisir de lire le texte intégralement de cette lettre de Niki de Saint-Phal à sa fille. Bonjour à tous et à tous, je suis très heureuse d'être ici avec Christine aujourd'hui. C'est vraiment très important pour nous de venir présenter Niki de Saint-Phal dans ce contexte-là. Je remercie beaucoup Marie de nous avoir invités, Marguerite de nous accueillir et Camille Sartre, artiste ici présente, qui a fait le lien
qui nous a présenté à Marie. Pour nous, c'est important, déjà parce que les éditions de Paris est une maison d'édition très engagée, aussi on parlera mieux que moi, et moi parce que j'ai travaillé pendant 4 ans d'édition de femmes, j'ai beaucoup appris, notamment à éditer et s'engager en même temps, dans un seul et même mouvement, et ensuite j'ai créé ma propre maison d'édition il y a quelques mois, et mon secret, le premier livre que je publie, donc en coédition avec l'édition des femmes. Et je suis très heureuse et très fière que ce soit ce livre-là. Pour moi, c'est symbolique, c'est très très important. Et je suis sûre que sous les auspices de Niki Saint-Phalle, le mouvement va rayonner. Donc ce livre a une histoire. Il a été écrit par Niki Saint-Phalle en 1994. Donc elle avait 64 ans, ce qui est assez significatif. Elle avait déjà fait une première tentative artistique de s'exprimer de manière plus claire sur le sujet. Elle avait fait un film, Daddy, que vous pouvez consulter à la bibliothèque de Beaubourg. Un film très violent où elle exprimait sa rage d'une certaine façon. Ensuite, elle a laissé passer du temps et elle a écrit ce texte qui a été publié aux éditions de la Différence en 1994. Donc elle avait 64 ans. Et c'est un texte qui est différent par rapport à ce qu'elle a fait avec le film, parce que tout d'abord, c'est une lettre qu'elle adresse à sa fille, donc c'est une parole de mère à fille, et ça je pense que c'est quelque chose d'important. Et ça change en fait le biais de ce qu'elle dit, et dans tous les cas ça l'influence d'une manière différente. Donc il y a une transmission de mère à fille qui est faite dans ce texte, c'est une lettre manuscrite. Il y a le geste de Niki Saint-Phalle en tant qu'artiste, parce que la graphie, l'intensité qu'elle met dans le tracé de certains mots, comme le mot papa, le mot viol, etc. C'est là aussi où l'émotion se joue, donc dans l'aspect visuel et pas seulement dans le texte. Et après, dans le texte, il y a la voix de la mère, il y a la voix de la petite fille aussi qui s'exprime, et il y a la voix de la femme, bien sûr, la voix de l'artiste. Et il y a tout en fait, c'est un texte très simple, qui paraît un peu naïf, comme ce qu'on peut dire de l'art de Niki Saint-Phalle, mais c'est pas du tout naïf, c'est faussement naïf, c'est juste que c'est une enfance et un féminisme très important dans son art. Donc c'est un texte simple, mais il y a tout dans ce texte. Il y a la terreur, il y a le silence évidemment, il y a la coercition de la part de la famille, de la part du père, il y a la violence institutionnelle, parce que quand elle en parle à un médecin, qu'elle montre au médecin, ce qu'elle raconte dans son livre, une lettre où son père avoue, le médecin dit que c'est pas vrai, lui conseille de détruire la lettre. Ensuite, il y a tous les risques pour la santé psychique de la personne qui est confrontée à ce type de violence. Donc elle raconte un épisode où elle a été internée. Et puis, ce qui est très fort, évidemment, ensuite, il y a la pulsion de survie, mais pas seulement, la pulsion de vie aussi qui court. Et l'art, la découverte en fait, de l'art comme moyen d'expression. Et voilà, donc ça donne en fait, ça apporte un éclairage aussi parce que c'est vrai que cet épisode de la vie de Niki Saint-Phalle est pas souvent, on n'en parle pas souvent, tout le monde le sait, mais c'est quand même un petit peu caché, ou pas caché, mais voilà, c'est pas forcément mis en avant, alors que c'est très important. Et puis en même temps, c'est une lettre très universelle parce que elle dit à quel point l'inceste ou la violence sexuelle, quand on subit la violence sexuelle en étant enfant, ça met en cause en fait les fondements même de l'être de l'être humain, ce qui fait que ça place l'être humain dans une position éthique et philosophique par rapport au monde très particulière, et donc en même temps c'est un manifeste universel puisqu'elle dit que à cause de ce qu'elle a vécu, elle a été ramenée à sa condition première d'être humain et ça la rend solidaire de toutes les oppressions en fait, de toutes les oppressions, le racisme, bien sûr la misogynie évidemment, et toutes les formes d'oppression. Donc voilà, et c'est vrai que dans l'édition, il y a de plus en plus d'engagement qui est dû notamment à la place des femmes dans l'édition.
Évidemment, il y a les éditions des femmes d'Antoine Fouque qui publient depuis très longtemps, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans les maisons d'édition qui poussent voilà, des textes qui paraissent et qui les défendent, et aussi des femmes dans les commissions de prix, ce qui est important aussi. Donc voilà, l'année dernière, c'était Pauline Bérade qui a eu le prix Goncourt du premier roman. Elle parle d'inceste maternel. Cette année, Neige Sinou aussi, j'espère qu'elle aura un prix pour Triste au Tigre. Voilà, on peut saluer aussi la présence des femmes dans cet engagement dans l'édition. Mais ça ne concerne pas, évidemment pas que les femmes. C'est un type de violence qui a sa spécificité. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des garçons ici dans cette exposition. Voilà. Merci Ariana. Alors moi je vais revenir un peu sur la genèse, parce que Ariana a expliqué qu'on est amis en fait, et donc quand on nous a proposé cette réédition, on ne pouvait que l'accueillir pour 1000 raisons, qui évidemment, tu l'as dit, concernent l'engagement des éditions des femmes, et c'est vrai que le sujet de l'inceste est à la fois un sujet, je dirais, qui est complètement prégnant depuis que les femmes s'expriment, en fait, je vous dirais ça, notamment au sein du mouvement Libération des femmes, puisque les premières réunions, toutes les femmes qui ont connu ces réunions à cette époque disent que les premiers sujets qui ont émergé dans des réunions non mixtes, c'était la violence incestueuse à leur rencontre, et les violences sexuelles en général, mais particulièrement l'inceste. C'est vrai qu'on a publié aux éditions des femmes dès le début des textes qui parlaient de l'inceste. Je pense à Gisèle Vienne, Rose Enfance, on a publié aussi Anaïs Nin, La maison de l'inceste, et d'autres textes qui toujours, et encore aujourd'hui, un texte qui s'appelle La retenue en 2020, et puis donc, enfin, et c'est un sujet qui est abordé dans pas mal de livres, et en même temps, c'est un sujet qui n'est pas traité. Enfin, c'est une question extrêmement importante. Je voudrais quand même rappeler un contexte sociétal qui est que, en France, par exemple, la commission indépendante sur l'inceste et sur la question des violences sexuelles à l'encontre des enfants, la CEVIS, n'existe que depuis 2 ans, depuis mars 2021, qu'elle donne des chiffres. Elle a déclaré qu'il y avait 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste en France, qui représentent 3 enfants sur 30 dans une classe, c'est-à-dire 10% d'une classe. Personne n'y croit, et la commission elle-même dit que ces chiffres sont sous-estimés. Voilà. Donc, c'est en fait un phénomène extrêmement massif et banal qui touche les enfants de manière assez générale. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein d'équipes sympas qui, au fond, parce que ce livre, elle l'a écrit. Alors en fait, la lettre, elle l'a écrite en décembre 92 aux Canaries, cette lettre qui est très très Adélaïde va la lire, donc je pense que vous allez comprendre cette espèce de... Elle est absolument remarquable, parce que c'est à la fois un texte extrêmement écrit, littéraire, enfin vraiment, et en même temps intime, et en même temps un manifeste politique, et en même temps un texte qui dit tout, sans elle, mais qui dit tout. Voilà. D'une manière, je dirais, à la fois exposée et en même temps dans les détails. Et au fond, quand on lit ce texte, on se rend compte que tout ce qu'on dit de l'inceste sur les traumas post-traumatiques, enfin tout ce qui se passe au niveau post-traumatique, les amnésies, ce qu'on appelle les effets anniversaires, et bien Nikita Safal les décrit en ce qui la concerne, en ce qui concerne sa propre histoire. Et au fond, quand elle a écrit ce texte, quand il a été publié, et ce qui est très important de dire, c'est que quand il a été publié aux éditions de la Différence en 1994, elle était vivante, donc c'est elle qui a fait la maquette du livre, et ça c'est important, le choix des couleurs, parce que c'est vrai que ce rose, ça fait penser quand même un peu à un dessin, enfin quelque chose de l'enfance, un format un peu atypique, qui peut faire penser à un livre d'histoire pour enfants, et puis cette couverture, et en même temps, donc elle a tout est complètement élaboré par elle. Et en fait, on a rencontré Pauline Cardenas, sa petite fille, au moment du projet de cette réédition, parce que Pauline Cardenas dirige la fondation Nikita Safal, et elle tenait absolument à ce que soit respectée la maquette qui avait été pensée par Nikita Safal, et évidemment, on était tout à fait d'accord pour ce geste, faire ce geste comme ça. Faire le même livre. Et en fait, quand ce livre est sorti, tu disais qu'on en parlait sans en parler, ça a été quand même un énorme pavé dans la mare.
Et je pense que si Nikit Saint-Phal a eu tant de temps, parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors qu'elle a finalement, dans son œuvre, il y a beaucoup de signes, y compris assez explicites, pourquoi finalement elle a attendu cet âge, de 64 ans, tout ce temps, et alors même qu'elle avait produit notamment Dadi. Alors en 72, ce film dont tu as parlé, Dadi, où elle tue, le personnage d'Agnès, qui est le vrai prénom de son prénom de naissance. Ce personnage tue un buste qui représente le père de Nikit Saint-Phal, entre autres scènes. C'est un film assez trash qui a été très très mal reçu, et même Jean Fagoli lui avait conseillé de faire ce film, etc. Elle l'a quand même fait. Elle ne voulait pas que sa mère le voie. Elle le dit dans cette lettre, parce qu'elle a dit que c'était, je sais pas, un passage paranoïaque, je sais pas quoi, mais en fait elle ne voulait pas que sa mère le voie, et sa mère ne l'a pas vu. Et elle en est soulagée, elle le dit dans cette lettre. Et en fait, ce film, il est complètement parlant. Enfin, je dis explicite. Il n'y a que Jacques Lacan, elle dit, d'ailleurs, dans cette lettre, qu'elle a été critiquée par tout le monde, sauf par Jacques Lacan et quelques autres personnes de ses amis, mais enfin très peu de monde. Mais à la suite de ça, et donc elle a mis tout ce temps, et on peut penser que c'est parce qu'elle ne voulait pas que toute son œuvre soit focalisée uniquement, ne soit lue que à ce moment-là, à partir de ce crime. Et au fond, je pense qu'elle ne voulait pas se considérer comme une victime, elle ne se considérait pas comme une victime, on dit bien qu'elle le soit. Et au fond, c'est très fort chez elle, parce qu'il y a beaucoup de... les séquelles elle parle de mort, elle dit le viol c'est la mort. Et une petite fille. Il faut lire le texte de quatrième qu'elle a lu, qu'elle a écrit. Je sais pas. Non, je ne sais pas. J'ai écrit ce livre d'abord pour moi-même, pour tenter de me délivrer enfin de ce drame qui a joué un rôle si déterminant dans ma vie. Je suis une rescapée de la mort. J'avais besoin de laisser la petite fille en moi parler, enfin. Mon texte est le cri désespéré de la petite fille. Nikit Saint-Phal. Et en fait, je pense que ce qu'elle a réussi à faire, et ce qui est quand même très, très, positif, et ce qui donne de l'espoir pour toutes les victimes d'inceste, c'est qu'elle a réussi à faire de sa créativité et son arme contre l'inceste. C'est-à-dire pour dire, vous ne me tuerez pas, je suis dans la vie, vous ne me tuerez pas. Et c'est pour ça toutes ces œuvres absolument flamboyantes, ces femmes en mouvement, etc. C'est très, très, je pense que c'est aussi une manière de répondre à cette volonté de destruction. Et elle a quand même une force extraordinaire, au-delà de son courage qui est aussi très exemplaire, parce qu'il faut quand même comprendre qu'elle s'est tapée quand même des psychiatres qui ont refusé de la croire, ce qui est quand même... qu'elle a eu quand même, que son père a fini par s'excuser dans une lettre qu'elle a reçue un vendredi après-midi. Elle raconte dans cette lettre qu'elle a eu ensuite un effet anniversaire tous les vendredis pendant 2 ans, à l'heure à laquelle elle avait découvert cette lettre, elle prenait une migraine une fois par mois absolument épouvantable qui durait 24 heures. Et elle était beaucoup dans l'autodestruction aussi avant, parce qu'elle a été il y a eu un épisode psychiatrique à 22 ans à Nice, mais avant, elle a eu quand même, elle est passée par des phases extrêmement difficiles, et notamment, elle se mordait énormément la lèvre, au point qu'elle avait une double lèvre, et qu'elle a fait une opération de chirurgie esthétique, elle raconte aussi, hein. Enfin, je ne sais pas si elle le dit. Si, elle le dit. Pour enlever ça, qui était aussi un effet post-traumatique. Voilà. Donc, en fait, cette lettre, elle est vraiment absolument remarquable. Elle a publié en 1994. Il faut savoir qu'elle a reçu un courrier absolument monstrueux, après avoir publié ce livre, de tout un tas de personnes, hommes et femmes et hommes, surtout des femmes, mais aussi des hommes, qui lui ont écrit pour dire qu'il avait été aussi victime d'inceste et qu'il se reconnaissait complètement dans cette lettre, etc. Et là, ça a été terrible pour elle, parce qu'elle n'avait absolument pas ni les moyens, ni l'envie, c'est une artiste, de gérer ça. C'est sa problème sociétal, et c'était pas, voilà. Donc elle a été un peu dépassée par cette publication. Ça l'a entraîné aussi un passage répressif, parce qu'elle se rendait compte de l'énormité finalement et de la banalité de l'inceste, et en même temps sans avoir les moyens de pouvoir donner une réponse à ces gens, gérer ça, etc. Enfin, elle n'avait pas écrite exactement pour ça au départ, c'était vraiment pour sa fille. Voilà, et je pense que c'est effectivement aussi un manifeste, parce qu'à la fois elle s'adresse vraiment à sa fille, c'est vraiment une lettre adressée à sa fille, et en même temps,
au fond, à partir du moment où elle rend cette lettre publique, en la publiant, eh bien, c'est aussi qu'elle s'adresse à toutes les femmes, à toutes les petites filles, enfin, à tous les enfants. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'elle prend la défense des enfants. Elle critique beaucoup l'emprise des institutions sur l'enfance. Et elle plaide pour d'autres modèles éducatifs, pour d'autres manières d'aborder ces questions, etc. Voilà. Après, c'est un texte qui est à la fois pas du tout dans la haine, parce qu'elle aimait son père, d'ailleurs, elle a gardé le patronyme de son père, qui, excusez-moi du peu, Saint-Phal, et elle le dit, et je pense que c'est d'autant plus cruel pour elle. Et en même temps, c'est un texte très radical, hein, parce qu'elle dit que tous les hommes sont des violeurs. On a critiqué il y a quelques années, Alice Coffin qui avait dit, je sais pas, que les hommes étaient des violeurs, tout le monde a dit, oh là là, mais c'est pas possible, c'est de la haine des hommes, etc. Elle dit ça aussi, elle dit, dans l'histoire mémoriale de tous les temps, les hommes, la récompense des soldats, c'est le viol d'une femme, etc. Enfin, donc elle inscrit quand même ce crime dans un mouvement de l'histoire aussi. Je vais peut-être m'arrêter là. Je peux juste dire quelque chose par rapport au silence, parce qu'elle dit aussi, que c'est important. Donc les enfants gardent ce secret, ils ne parlent pas, ou la personne va parler vraiment très longtemps après, mais pour autant, c'est un secret qu'on ne peut pas garder. Donc les enfants qui subissent ces violences sexuelles, ils le manifestent d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne parlent pas, et c'est ce qu'elle raconte aussi dans son livre. Plusieurs fois, étant enfant, elle a eu certains types de comportements qui n'ont pas été entendus par les parents et qui étaient même réprimés par les parents. Donc c'est aussi pour tempérer le silence des enfants, parce que même si l'enfant ne parle pas, ne dit pas par des mots, il le manifeste, il s'exprime d'une autre façon. Et donc c'est vrai, du coup, que les adultes regardent ailleurs et vont réagir qu'ils ne savaient pas, parce que c'est signe que manifeste l'enfant. Les adultes sont tout à fait capables de les voir. Donc elle parle aussi du déni. Et ce qu'elle dit, c'est que ça s'est passé ce qu'elle appelle l'été des serpents, et c'est assez important parce que les serpents sont quand même très représentés dans son œuvre. Et l'été des serpents, c'est ça. Ses parents étaient expatriés aux États-Unis et ils avaient loué une maison pour les vacances. Et il y avait un petit un chalet, je sais pas quoi, un bête pour les outils, pour la tondeuse, etc. Son père, et donc c'est là que ça s'est passé, et elle a appelé ça l'été des serpents. Et ça s'est passé en 42, c'était en été 42. Et quant à sa mère, puisqu'elle avait compliqué les relations qu'elle avait aussi avec sa mère, elle le dit aussi dans cette lettre. Sa mère a fini par lui dire qu'elle savait qu'elle avait reçu une lettre d'un psychiatre qui évoquait le fait que le père avait dit, lui apprenait en fait cet inceste. Et donc elle a dit à sa fille à partir de la réception de ses lettres, elle savait tout, et que si c'était elle aurait coupé les ponts avec son père, en fait. C'est ça un peu qu'elle dit. Voilà. Mais ça l'a rapproché de sa mère, en fait. Parce qu'au fond, c'est toujours compliqué, l'autre parent. Et ce qui est important aussi, parce que c'est très calligraphié et que tu parlais, mais c'est comme des enluminures. En fait, c'est manuscrit, mais c'est aussi un dessin. Enfin, c'est aussi une œuvre en soi. Tous les mots, les premières lettres de mots, par exemple, elle va faire une enluminure pour viol, le V de viol, pour père, le P de père, et puis revolver, et puis plein d'autres mots. Il y a des mots qu'elle dessine aussi, les mots les plus importants sont carrément dessinés. Et puis c'est un peu plus qu'une lettre. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sortent de la marche, qui sortent du cadre. Voilà, mais c'est aussi une œuvre graphique au sens vraiment d'une œuvre visuelle. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de pouvoir présenter le livre dans le cadre de cette exposition, parce que c'est une œuvre aussi.
Donc, c'est pas seulement un texte, le texte, c'est vraiment un travail graphique, un travail esthétique qui correspond à son monde, à son univers. Et c'est pour ça aussi c'est un très très beau livre en fait. Au-delà du texte du qui va aller. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions avant que j'ai de lire, des choses à. Je sais pas. On verra après. Vous avez que ça, j'allais découvrir ce texte. Ce que je trouve assez formidable dans ce livre, je le projet tout seul, il est chez moi depuis le mois de juillet, au moins. Et quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, donc il y a cette ouverture effectivement qui attire, et les gens me regardent, et finalement, ils le lisent. C'est-à-dire que c'est pas un livre qu'on regarde comme ça, qu'ils vont voir encore un livre particulier. Et j'ai vraiment vu des gens comme ça, si on le regarde, comme les petites culottes de Jessie qu'on voit des anecdotes avec les gens qui rigolent, tout à coup, quand on vend nos expos, ils tiennent plus ce côté-là. Et après, tout le monde lit. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et il y a fait ce côté, effectivement, un peu comme dit Marie, voilà, le livre, voilà, il y avait le petit prose et toutes ces œuvres esthétiques. Et comme ici, l'exposition, effectivement, elle est belle, en même temps, Les Canaries, décembre 92. Chère Laura, l'été des serpents. Chaque été, mes parents louaient une maison à la campagne à quelques heures de New York City dans la Nouvelle-Angleterre. Chaque fois qu'on changeait de région, nous étions en 1942. Mes parents avaient loué une jolie maison en bois blanc avec beaucoup de terrain autour. L'herbe était haute, ça sentait bon. Un calme épais et séduisant enveloppait ma promenade à travers les champs. J'aimais regarder le ciel et les nuages, surtout à l'heure du crépuscule. Et un gros rocher gris me barrait la route. Il était trop grand pour que je l'ignore. Entrelacés au sommet, deux serpents, opulents, noirs, des copperheads, au venin mortel, qui bougeaient doucement. Je m'arrêtais terrorisée. Je n'osais plus bouger et respirer. Fatiguée. Je voyais la mort, pour la première fois, de si près. Était-ce la mort ou la danse de la vie? J'ai dû rester là un long moment devant les serpents, fascinée. J'étais devenue serpent. La semaine suivante, on coupa l'herbe et on a mis du poison dans les champs qui entouraient la maison pour avoir raison des serpents. M'avait-on exterminé avec les serpents? Ce même été, mon père, il avait 35 ans, glissa sa main dans ma culotte comme ces hommes infâmes dans le cinéma qui gâtent les petites filles. J'avais 11 ans et j'avais l'air d'en avoir 13. Un après-midi, mon père voulait chercher sa canne à pêche qui se trouvait dans une petite hutte de bois où on gardait les outils du jardin. Je l'accompagnais. Subitement, les mains de mon père commencèrent à explorer mon corps d'une manière tout à fait nouvelle pour moi. Honte, plaisir, angoisse et peur me serraient la poitrine. Que cherchait-il? Là aussi, ce n'est pas simple. Le plaisir, il pourrait être trouvé ailleurs. Non. C'est l'interdit. La tentation du pouvoir absolu sur un autre être qui exerçait une fascination vertigineuse sur lui. Il existe dans le cœur un désir de tout détruire. Détruire, c'est affirmer qu'on existe envers et contre tout. Mon père l'aimait, mais ni cet amour, ni la religion archi-catholique de son enfance, ni la morale, ni ma mère, rien n'était assez fort pour l'empêcher de briser l'interdit. En avait-il marre d'être un citoyen respectable? Voulait-il
passer du côté des assassins. Tous les hommes sont des violeurs. Regarde l'histoire des guerres. La récompense du soldat, c'est toujours le viol. Cela se passe ainsi depuis des temps immémoriaux. Pour la petite fille, le viol, c'est la mort. Il n'y a qu'une solution, la loi. La loi pour en protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. La peur de la prison pour les violeurs de petites filles. À 11 ans, je me suis sentie expulsée de la société. Ce père, tant aimé, est devenu objet de haine. Le monde m'avait montré son hypocrisie, j'avais compris que tout ce qu'on m'enseignait était faux. Il fallait me reconstruire en dehors du contexte familial, au-delà de la société. L'été des serpents, ce fut celui où mon père, ce banquier, cet aristocrate, a mis son sexe dans ma bouche. En 1952, j'avais alors 22 ans. Je suis sortie d'une clinique psychiatrique de Nice après avoir subi 10 électrochocs et un traitement à l'insuline. Et ce séjour me fut profitable. Je me mis à peindre avec acharnement et je pris la décision d'abandonner la mise en scène et l'art dramatique que j'avais commencé à étudier pour me consacrer à la peinture. Et en quittant l'hôpital, je pus abandonner le petit arsenal que je portais toujours dans mon sac à dos, qui me donnait l'impression d'être protégée. Il consistait en un revolver, 100 balles, de grands ciseaux, des couteaux de cuisine et quelques lames de rasoir. Quelques semaines après la sortie de l'hôpital, mon père, papa, écrit une lettre qui me parvint un vendredi après-midi et pendant 2 ans, à la même heure, chaque semaine, j'aurais une migraine qui durait 24 heures et je resterais placée dans mon lit. Cette lettre, c'était une confession. La nouvelle de mon internement avait bouleversé mon père et était assailli par le mort. Il voulait se pardonner. Tu te rappelles certainement que lorsque tu avais 11 ans, j'ai essayé de faire de toi ma maîtresse, écrivait-il. Je ne soutenais rien. Lui me protégeait d'une vérité insupportable. Je gardais seulement en moi des images précises de mon père qui séduisait à la maison les bonnes et les amis les plus jolis de ma mère. Je montrai la lettre de mon père au psychiatre, je me soignais. Il prit une allumette et la brûla. Il me dit, votre père est fou, rien ne s'est passé, il invente. La chose est impossible. Un homme de son milieu et de son éducation religieuse ne fait pas cela. C'était le point de vue de l'époque. Freud aussi pensait que toutes ces femmes qui se plaignaient d'inceste, elles étaient hystériques. Le docteur Cossa écrivit une lettre à mon père pour lui dire que s'il voulait que sa fille reste définitivement à l'asile, il n'avait qu'à continuer à écrire de pareilles lettres, qu'il ferait mieux de se faire soigner car il était victime de dangereux fantasmes. Ce viol, subi à 11 ans, me condamna à un profond isolement durant de longues années. À qui aurais-je pu me raconter? J'ai appris à assumer, à survivre avec mon secret. Cette solitude forcée créa en moi l'espace nécessaire pour écrire mes premiers poèmes, pour développer ma vie intérieure, ce qui plus tard ferait de moi une artiste. Je t'embrasse, chère Laura, avec beaucoup de tendresse et un regret de n'avoir pas pu te parler de tout ceci pendant que tu étais adolescente. Pourquoi c'est si difficile de parler? Je t'aime. Maman Niki. PS. Non, la prison n'est pas la solution. PPS. Un jour, je ferai un livre pour apprendre aux enfants